Bonjour, bienvenue sur The Link FWI. Pour ce nouveau Rencontre avec, nous sommes en Côte-sous-le-Vent, plus exactement à Bouillante, devant le restaurant Aux Épices, qui n'est autre que celui du chef cuisinier Jimmy Bibrac. Bonjour Jimmy Bibrac, bienvenue sur The Link FWI. Premièrement, qui êtes-vous et pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? Salut Emric, moi c'est Bibrac Jimmy, chef du restaurant Aux Épices et chef du restaurant Passion à Jarry. Aux Épices à Bouillante et Passion à Jarry, donc Bastère Gonter. Donc on a voulu gérer comme ça, être partout un peu, pour pouvoir justement transmettre cette envie de consommer, de cultiver, de transmettre le patrimoine culinaire. Voilà. Et d'où vient cette passion pour la cuisine? Est-ce que c'est une passion familiale ou une passion propre, individuelle? Je pense que de toute façon, la passion, elle vient toujours de l'individu lui-même, puisque de toute façon, on peut te transmettre une passion, mais tu n'es pas obligé de la partager. Tu peux la garder pour toi, être passionné à titre personnel, cuisiner pour faire plaisir à ta famille. Mais c'est vrai que moi, j'ai besoin de plus. La passion, elle est venue parce que j'aime faire plaisir aux gens. Et quand tu cuisines pour quelqu'un et que derrière, elle a la chair de poule, donc tu as réussi à toucher son être, son émotion, son inconscient. Et pour moi, c'est fabuleux. C'est une source de bonheur intarissable. Et quand tu dis c'est la cuisine que je veux faire comme métier? J'ai toujours voulu faire plaisir aux gens. Après, c'est vrai que par la cuisine, ça m'a vraiment conforté parce que c'est direct. Hein, parce que dans tous les métiers, on fait plaisir aux gens. Ne serait-ce que tu déposes ta caméra chez quelqu'un, il t'accueille bien, il te la remet en bon état, il te donne des conseils dessus et il t'a fait plaisir. Donc aussi, moi, je pense que chaque entrepreneur, c'est vraiment le but de chaque entrepreneur guadeloupéen. Mais c'est vrai que dans la cuisine, c'est plus direct. C'est plus direct. Tu as fini de cuisiner, le client, il goûte ta cuisine et tout de suite, il te dit, voilà, tu m'as fait plaisir, tu as créé une émotion chez moi, j'ai moins aimé ça, donc il faudrait que tu rectifies ça et ça. Et donc derrière, ça te permet de rebondir. Et est-ce que vous avez suivi des formations professionnelles ou vous êtes complètement autodidacte? Donc c'est vrai que j'ai suivi des formations professionnelles par la suite parce que j'ai commencé en autodidacte. Il faut savoir que moi j'ai commencé vraiment au bas de l'échelle. Hein, c'est-à-dire que la cuisine, c'est vraiment pour moi, je connais la cuisine de bout en blanc. C'est-à-dire tous les postes en commençant par la plonge, jusqu'à être organisateur de réception, je connais le métier, on va dire, sous le bout des doigts. Après, tout ce qui est recette, évolution, créativité, c'est quelque chose qui vient avec le temps, avec la nature, avec la plongée sous-marine, avec les gens que je rencontre, les rencontres de chefs que je fais, les cultures, le choc de culture qu'on peut rencontrer en voyageant. On se rend compte que derrière, une banane ne se suffit pas à juste la faire cuire dans l'eau, mais il y a au moins 250 recettes de bananes, quoi. Donc, quel a été votre parcours professionnel? Vous n'avez pas monté Aux Épices comme ça? Est-ce que vous êtes passé par diverses étapes? Mon parcours professionnel, il a été simple. Hein. J'ai pris mes diplômes en électronique puisque j'étais très très fort en maths. Donc on m'a orienté vers le côté technique de la chose. Et une fois que mon diplôme en poche, j'ai commencé à faire la plonge dans un restaurant. Tout simplement parce que j'ai trouvé ça passionnant.
déjà de faire partie d'une brigade de restauration et ensuite j'ai gravi les échelons petit à petit jusqu'à être directeur de ce propre restaurant. Une fois que l'aventure, j'avais fait le tour, hein, bien sûr. Après, moi, j'ai voulu savoir cuisiner en grande quantité. Souvent, on néglige la collectivité, mais pour moi, c'est important. C'est bien beau de pouvoir faire 50 couverts, mais c'est intéressant aussi d'organiser 1000 couverts comme si tu faisais 5. Je ne sais pas si tu comprends, mais c'est-à-dire que c'est une concentration de goût. Et en collectivité, on t'apprend ces techniques-là. Concentrer le goût en fait, sur un produit. C'est-à-dire que tu as un produit, tu concentres le goût, le même goût que 4 personnes vont retrouver. Si tu avais cuisiné pour 4, c'est le même goût que 400 ou 4000 vont retrouver. Et ça, ces techniques-là, pendant 4 ans, je les ai appris à l'IME de nos forestiers. Toujours sur bouillotte parce que j'aime pas trop travailler loin de chez moi. C'est comme ça. Pour moi, ça fait partie aussi du confort qu'on doit avoir. Parce que quand on investit, je pense que moins on habite loin, plus on est performant. Ça, c'est mon avis, encore une fois. Je sais couper là où il faut, mais c'est vrai que j'ai besoin vraiment de rester dans mon univers. Ensuite, pour poursuivre sur mon parcours, une fois que j'ai fait le tour, bien sûr, en collectivité, là, j'ai commencé à faire tout ce qui est chef à domicile, traiteur, etc. Ensuite, j'ai posé mes valises, j'ai créé aux épices. Et puis après, bon, j'ai mariné dans les épices. Après, en parallèle, toujours des formations chez des chefs étoilés ou des rencontres avec des chefs passionnés. Aller travailler dans d'autres maisons aussi, une semaine, un mois. Moi, c'est toujours ça mon kiff parce qu'on apprend tous les jours. On se retrouve avec des jeunes cuisiniers qui peuvent être ton fils, mais derrière, qui ont beaucoup de choses à t'apprendre, qui ont beaucoup de techniques à t'apprendre, qui ont l'ouverture d'esprit. Et puis sa mère était cuisinière, sa grand-mère était cuisinière, donc il a un passif aussi, le jeune. Et il faut savoir l'écouter pour que d'ailleurs on puisse évoluer. Voilà. C'est en cours. Mon parcours n'est pas terminé, mais en gros, c'est ça mon parcours. C'est un parcours d'apprentissage constant, permanent, tout le temps. De partage surtout aussi avec les autres. Hein. Il ne suffit pas de faire l'éponge parce qu'il y en a beaucoup qui font l'éponge. Mais une éponge, il faut bien comprendre son rôle. Hein. Elle est là pour aspirer, mais ensuite elle est là pour presser, pour transmettre. Donc moi, c'est vraiment ça mon rôle. Voilà. Et quels sont les cuisiniers qui vous ont inspiré et avec lesquels vous avez travaillé ou collaboré? Donc c'est vrai que j'ai pas vraiment je vais pas dire que j'ai une inspiration culinaire. Parce que c'est vrai que quand on a des cuisiniers, on te dit voilà, tu as un PR, machin, c'est parce qu'en fait tu as été en formation chez un cuisinier. Mais c'est pas la même chose. Moi, j'ai pas été en formation chez un cuisinier, j'ai été autodidacte, je me suis fait tout seul. Voilà. Quand je dis tout seul, on se fait jamais tout seul. On a l'œil sur la cuisine en général. Je dis que je vais regarder très bien, porter une attention sur une cuisine étoilée, 3 étoiles, que sur quelqu'un qui fait simplement une sauce chien, un poisson grillé avec un morceau de racine à côté. Donc pour moi, c'est vraiment important de regarder les deux parce qu'après, moi, dans mon esprit, les deux vont venir fusionner et c'est là où je crée ma propre identité culinaire. Parce que c'est vrai que c'est bien d'avoir fait du casse ou au bluchon ou le Plaza Athénée ou ces choses-là. C'est très bien parce qu'ils ont eu la chance de pouvoir faire un autre parcours que moi, donc ils ont d'autres armes. Mais moi, je me bats avec les armes que j'ai. Et mes armes, c'est le terroir, c'est le partage. À travers ce partage-là, moi, je fais ma formation tout le temps, en constante évolution, même avec mes clients, sur comment ils ont visualisé mon plat, comment eux-mêmes, ils pratiquent leur cuisine. Et derrière, voilà, tout simple. Quels seraient vos meilleurs souvenirs en tant que chef cuisinier? Mes meilleurs souvenirs en tant que chef cuisinier, c'est toujours les projets. Les projets, par exemple, la première fois où j'ai fait 1500 couverts à l'assiette avec un service de 7 plats. Non, c'était pas ici. Il faut avoir une organisation 1500. Il faut avoir une organisation où derrière, tu travailles avec 35 cuisiniers, tu as 3 cuisines différentes. Derrière, tu as 50 mètres de serveurs à gérer, tu as une grosse logistique. Voilà. Donc le but, c'est de faire les 1500. Comme je dis, c'est les challenges. C'est de faire 1500 couverts comme si on faisait 2 couverts. C'est-à-dire que les gens ils doivent passer 2 heures à table.
Et ça, c'est vraiment, et que derrière, le but, c'est qu'une fois que tu as terminé, que les gens, ils applaudissent ta prestation, ils applaudissent ta performance. Parce que moi, j'appelle ça des performances culinaires. Parce que c'est vrai qu'on se dit, voilà, on ne va pas juste aller pour faire de l'argent, mais le but, c'est vraiment de se dire, on a porté quelque chose à ces 1500 personnes-là, et que derrière, ben, ça te fait, sur les 1500, tu as au moins 150 clients potentiels qui vont te rappeler. Donc ça, il faut que derrière, en tant qu'entrepreneur, tu le mettes aussi en face. Mais moi, c'est l'un de mes meilleurs souvenirs. Après, c'est vrai que la meilleure de recette de France, c'est très très bon souvenir. Enfin, c'est 2020, c'est pas si vieux que ça. C'est pas si vieux que ça, mais c'est vrai avant, on a gagné aussi pas mal de concours parce que je suis quelqu'un qui aime la compétition, qui aime les challenges. Qui aime derrière la pression aussi, hein, la pression, mais la bonne pression, hein, pas la pression inutile, non, c'est vraiment la bonne pression, se mettre la pression pour se dire, voilà, allez, vas-y, tiens, tu es capable, tu peux y arriver, tu es le meilleur, etc. Voilà, c'est vraiment cette pression-là que moi, je kiffe. Voilà. Que représente pour vous la cuisine guadeloupéenne, la cuisine antillaise? Toute une cuisine, c'est vrai que la cuisine, on dit cuisine guadeloupéenne, après on dit cuisine antillaise, on dit une cuisine créole. Moi, c'est vrai que je suis sur une cuisine terroir, inspirée du monde créole, parce que bon, quand je dis inspirée du monde créole, tu peux retrouver le gâteau patate douce de la Réunion. Enfin, quand je dis à la Réunion, il n'appartient pas à la Réunion, mais c'est vrai qu'à la Réunion, on va plus manger la patate douce en sucré qu'en salé. Donc voilà, donc tu as cette vision que tu peux avoir de la Réunion. Tu as le tarot qu'on appelle ici madère, que j'utilise beaucoup avec la feuille. Voilà, donc c'est vraiment, par exemple, là, ces jours-ci, on est sur une ligne, notre carte, c'est le boucané. Le boucané, c'est plus de la Martinique. Voilà, il y a tout ce qui est walka, salade de mangue, etc. C'est plus indien et en même temps, ça vient de Guyane. Donc voilà, donc on est vraiment pour moi sur une cuisine créole. Moi, j'ai envie de regrouper, c'est mon envie, de regrouper un peu ce monde créole de façon à ce qu'on fasse une gastronomie créole de haute voltige. Et je pense que ça, c'est vraiment possible vu la grande biodiversité qu'on a dans les dômes et les tomes. C'est vraiment, il suffit de se retrousser les manches pour que les choses puissent avancer. Donc, est-ce que vous vous considérez comme un acteur de cette culture guadeloupéenne, antillaise, créole? De toute façon, dès qu'on est actif, on est acteur. Hein. Même le plongeur qui travaille dans ma cuisine, il est acteur de cette cuisine. Parce que si derrière, il ne lave pas bien les couverts, que derrière, que vous arrivez, les verres sont mal lavés, les couverts sont mal lavés, que les toilettes ne sont pas bien propres, tout ça, c'est tous mes collaborateurs, tous ceux qui sont autour de moi, c'est des acteurs de cette cuisine. C'est eux, aujourd'hui c'est moi, demain ce sera eux, puisqu'on est dans la transmission. Et je compte sur eux, et tous les jours, je leur répète, même quand des fois ils ont du mal à accepter soit une critique ou quelque chose, je leur dis, n'oublie pas, je te permets de critiquer ma propre cuisine. Donc si moi je te permets de critiquer ma propre cuisine, quand tu l'as réalisée, je peux la critiquer. Donc il faut savoir accepter la critique, et c'est dès maintenant qu'il faut comprendre que la critique ne peut que faire avancer, même quand des fois elle est pas bien positionnée, elle est pour faire du mal ou pour décourager, tout ça. Mais si derrière on a cette vision de là où on veut aller, automatiquement on sait comment se positionner et comment rectifier les choses. Sublimer la cuisine guadeloupéenne, est-ce pour vous une forme de militantisme? Ah ben oui, mais c'est vrai qu'au début, on pense pas qu'on est militant en faisant ce type d'action. C'est vrai qu'avec le temps, c'est plus les clients qui vont te dire « Oh, mais vous êtes militant en faisant cette cuisine-là. » Ah ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai, c'est ça. Donc alors c'est vrai que tu te rends compte que tu es plus militant que certaines personnes qui brandissent un drapeau. Parce que simplement, bon, ils ont déjà la force de brandir le drapeau, c'est déjà pas mal. Mais je vais te dire que toi aussi, tu fais partie de ces gens qui ont envie que le terroir avance, qui ont envie que la cuisine antillaise et la cuisine guadeloupéenne avancent. Et c'est vrai que ça fait de toi un militant. Voilà. Un militant culinaire. En quelques mots, pourriez-vous décrire la cuisine guadeloupéenne? La cuisine guadeloupéenne, c'est une cuisine multiculturelle, tout simplement. C'est ça, on peut dire ce qu'on veut.
On peut penser ce qu'on veut. Il y a des gens qui veulent prendre tout pour eux, penser qu'ils sont au centre de la Guadeloupe. Non, parce que c'est vrai que quand on regarde, on prend 10 personnes, on prend 10 Guadeloupéens, on les aligne, eh bien, on a 10 têtes différentes, on a 10 culs chevelus différents et on est tous Guadeloupéens. Et c'est là où on se rend compte que au début, c'était une île vierge. Et qu'avec notre histoire, bien sûr, que je respecte et que je dis qu'il faut toujours honorer, mais derrière, nous tout le monde vini. On est tous venus de quelque part et ensuite on a peuplé l'île. Donc aujourd'hui, on ne peut pas brandir et se dire « ouais, toi tu es chez toi, moi je ne suis pas chez moi ». Par contre, pour montrer que tu es chez toi, il faut avoir une attitude. Et cette attitude-là, du moment que tu sois blanc, black, beurre, comme tu veux, pour moi, dès que tu as l'attitude, tu es Guadeloupéen. Guadeloupéen, il passe par une manière d'être, une manière de vivre, une manière de se comporter sur une île, une manière de se comporter d'une manière propre aussi, puisqu'on est sur une île, de faire attention, propre, mais au niveau de l'agriculture, au niveau de ne pas jeter un papier par terre. Comme je dis, je parle de bio, on parle toujours de bio comme un produit, mais bio, c'est un esprit. C'est l'esprit bio, dans quel esprit tu vis. Voilà. Et moi, je pense que c'est déjà ça, pour moi, un Guadeloupéen. C'est quelqu'un qui a l'esprit de Guadeloupe. En 2011, vous ouvrez votre premier restaurant, donc, aux épices, donc avec une cuisine créole raffinée qui met en avant pas seulement les plats de la Guadeloupe. Hein. Donc, quelles étaient donc pour vous les premières réactions de la part du public, de votre famille ou des Guadeloupéens en général? Donc, généralement, la famille te soutient. Généralement, hein. Bon, ce n'est pas le cas de tout le monde. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai une épouse formidable, 2 enfants formidables aussi. J'ai aussi des collaborateurs, certains amis proches qui me soutiennent. Après, c'est vrai que cette cuisine, c'est clair que même quand je donne à un Guadeloupéen un conseil ou à quelqu'un un conseil, quand il lance entre parenthèses, un concept, c'est de s'y tenir. Mais c'est vrai que nous, quand on a commencé, je vais vous raconter une petite anecdote, sur 100 passages, c'est-à-dire on avait un truc où derrière on notait le nombre de personnes qui tournaient dans le parking, pas qui s'arrêtaient, qui descendaient de leur voiture, hein, parce que le restaurant, ça faisait déjà 17 ans qu'il était fermé. Donc les gens qui tournaient dans le parking, tu as 100 personnes qui ont tourné dans le parking, tu en as 10 qui sont restés sur une semaine, ça t'en fait en moyenne à peu près 1,5 par jour, et les 10 se sont plaints, soit qu'il n'y ait pas de frites, soit qu'il n'y ait pas de salade, soit qu'il n'y ait pas de riz, soit qu'il n'y ait pas de pâtes. Parce que d'emblée, on a décidé de faire un marqueur où on dit, voilà, on va cultiver, on va utiliser que des choses qui poussent et qu'on cultive en Guadeloupe. Donc c'est vrai qu'une fois que derrière, on a investi 80 000 € de sa poche, et on sait que derrière, il n'y a pas de subvention, il n'y a pas tout ça, on se dit, mais est-ce qu'on a fait le bon choix? Et là, on a compris qu'il fallait rentrer dans un processus éducatif où derrière on va expliquer ce qu'on fait. Et en expliquant ce qu'on fait et en expliquant là où on veut aller, on comprend que les gens ils acceptent les choses, et après il y a un vrai engouement aujourd'hui pour cette cuisine. Depuis quelques années, vous participez à des grands concours tels que le meilleur cuisinier des Antilles-Guyane, le Goemio. Vous considérez-vous comme un ambassadeur de notre cuisine ou plus largement de la cuisine créole? Si, aujourd'hui, je me considère comme un ambassadeur parce que on me l'a permis, encore une fois. C'est comme je dis, je ne me suis jamais autoproclamé chef dans une cuisine. C'est-à-dire que je me suis réveillé un matin où derrière, mes collaborateurs, les patrons, les gens qui sont autour de moi, les autres chefs ont décidé de m'appeler chef Bibouac. Moi, je n'ai jamais décidé de m'appeler chef Bibouac. Aujourd'hui, les gens ils ont décidé que j'avais cette expérience, cette expertise. Ils m'ont observé aussi, je pense, avec les années. Ils ont vu que derrière, que je tenais le cap. Et aujourd'hui, ils ont décidé que voilà, que je suis ambassadeur. Moi, j'ai toujours voulu montrer que c'était possible. Aujourd'hui, on me dit que oui, c'est l'exemple, mais j'ai juste voulu montrer au départ que c'était possible. Et c'est ce que je dis toujours aux Guadeloupéens. Un exemple, oui, mais c'est vrai que, comme dirait Paul Bocuse, tu m'as demandé est-ce que j'ai une référence.
il n'y a qu'une cuisine, c'est la bonne. Alors, quelles que soient les choses, la personne, etc., c'est vraiment la bonne cuisine. Et c'est parce qu'on fait une bonne cuisine dans un bon esprit qu'aujourd'hui, qu'on a décidé qu'on était des exemples. D'un côté, Jimmy, qui représente les régions et les départements d'outre-mer. Jimmy qui nous avait proposé tout à l'heure son migan de fruits à pain pour le plat des régions. Et le dessert de Jimmy, c'était le tourment d'amour dont on se souvient. De l'autre côté, Xavier, pour la région Nouvelle-Aquitaine, qui tout à l'heure nous avait proposé le poulet basquez revisité et sublimé. Et le dessert, c'était le fameux béret basque. Messieurs, que le meilleur gagne. La région qui remporte le titre de meilleure recette de France 2020 avec une moyenne de 9,5 sur 10 est... les départements et régions d'outre-mer. Bravo Jimmy! Le trophée de la meilleure recette de France revient aux régions et aux départements d'outre-mer. Donc, et si on parlait du concours meilleure recette de France, comment ce concours s'est effectué? Est-ce que c'est vous qui avez envoyé un bulletin de participation ou c'est eux qui sont venus pour vous démarcher, pour vous proposer de participer à ce concours? Donc alors c'est eux qui ont démarché, via les réseaux sociaux. Ils ont lancé un casting, parce qu'il faut savoir que c'est comme un casting, hein, parce qu'il ne suffit pas d'être bon cuisinier, mais aussi il faut être un petit peu animateur sur les bords, il faut être très bon cuisinier, il faut réussir à expliquer ce qu'on fait, parce que quand même vous êtes dans un concours où vous avez 3 caméras constamment branchées mobiles qui sont branchées, une fixe sur une espèce de levier, et vous avez 2 caméramans qui vous suivent en permanence. Un sur le poste de travail et un qui va vous suivre, même si vous allez aux toilettes, il va vous suivre. C'est son truc. Et la journaliste, pareil, qui court après vous, qui vous demande, voilà, qu'est-ce que vous faites? Je suis en train de trancher une mangue. Là, je vais préparer ceci, mais en même temps, le timing court, c'est le même nombre de temps, tout est là, et à la fin, le plat doit sortir parce qu'on va être jugé. C'est vrai que c'est quand même, encore une fois, c'est un challenge, et on entre dans les choses que moi j'aime faire. Et c'est vrai que pour moi c'était une belle expérience, ce concours. Ce n'est pas fini, mais c'était une belle expérience. De combien de temps chaque participant disposait, et pourquoi avoir choisi de revisiter le migan de fruits à pain? Dans les images, on fait le tour de la France. Pourquoi avoir choisi le migan de fruits à pain? Tout simplement parce que le migan de fruits à pain représente le monde créole. Parce qu'il faut savoir que quand j'ai été représenter les régions et les départements d'outre-mer. Donc, ce n'était pas uniquement la Guadeloupe. Donc, j'ai voulu quand même un plat qui allait réunir tout ce monde-là. C'est vrai que je suis guadeloupéen, donc j'ai fait une préférence pour le tourment d'amour pour marquer Guadeloupe, parce que je suis chauvin. Mais après, le migan, c'était vraiment, quand j'ai réfléchi, j'ai regardé le fruit à pain est planté dans tous les dômes et les tomes. OK? Le fruit à pain, il est en Afrique. Voilà. Ici, et dans tous les tomes et les tomes, il y a beaucoup d'Indiens. Donc, on utilise beaucoup le curcuma, le riz grillé, des choses comme ça. Donc, tout ça, en fait, le riz même qu'on aime se retrouver, en fait, dans cette recette indirectement, parce qu'on fait du riz grillé pour pouvoir faire le colombo. Le massalé même, le massalé, l'épice massalée. Donc, et derrière, bien sûr, le porc et le côté fumé du porc, ça touche toutes les ethnies. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont arrivées ici ont enfoui entre eux cette odeur de boucané, ce côté fumé qu'on a, qui nous prend au trip. Même le métro aussi, parce que le fumage, le salage a été les premières techniques de conservation. Donc c'est vrai que c'est un plat qui a vraiment été réfléchi pour séduire. Et parce que le fruit à pain a déjà fait ses preuves. Comme la pomme de terre a fait ses preuves, comme le fruit à pain a fait ses preuves. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui n'aiment pas le fruit à pain. Les gens qui n'aiment pas le fruit à pain, ils aiment pas le fruit à pain en a priori. C'est-à-dire, on leur a dit que le fruit à pain, c'était pour les animaux, etc. Donc, ils ont un a priori, ils se disent, voilà, je ne vais pas manger le même repas que les animaux. Donc, voilà. Après, c'est encore un autre débat. Mais c'est vrai qu'en général, le fruit à pain, ça séduit. Quelqu'un qui ne connaît pas le goût du fruit à pain, tu lui donnes à manger du fruit à pain, il aime.
Il aime. Voilà, donc dernièrement, on a fait un gâteau de fruits à pain. Eh bien, pareil, on a travaillé sur le fruit à pain vert, pas cuit. C'est la cuisson du gâteau qui a cuit le fruit à pain. Ben, les gens, ils ont trouvé ça tombé par terre. On l'a associé avec de la mangue, de la passion. On l'a réveillé un peu. Et voilà. Donc, pour moi, la cuisine antillaise, c'est une cuisine qui est simple parce que les fruits sont déjà abondants. Il suffit d'avoir quelques petites techniques et le goût de mamie et le tour est joué. Hein. Donc vous étiez le seul chef cuisinier à représenter la cuisine de l'outre-mer. Donc est-ce une fierté pour vous de représenter cette cuisine, cette tradition culinaire Ah oui, c'est vraiment une fierté pour moi de représenter les DOM et les TOM, bien sûr, parce que quand même, c'est le monde créole en quelque sorte. Hein. Donc c'est le monde créole en quelque sorte. Donc quand on est à ce niveau-là, derrière, on a plusieurs îles en direct qui te suivent. Tu n'as pas envie de les décevoir. Surtout que nous, on est chauvins. Tu vois, nous pas aimer pède. Tu vois, donc, bon, après, c'est vrai qu'il y en a beaucoup quand ils ont entendu, ils ont vu que derrière, tu es le seul antillais, que derrière, tu vas avec un migrant de fruits à pain. Limite, il y en a ceux qui m'ont dit, moi, j'ai été ma télé. Et j'ai regretté parce qu'après, j'ai dû regarder en replay parce que quand tout le monde avait l'émotion, moi, j'ai été là chercher en replay. Donc, c'est ça. Moi, je pense que c'est important qu'on retrouve cette confiance en nous qu'on a perdue, cette confiance qui est enfouie en nous, hein, que chaque homme noir a au fond de lui et il la fasse ressurgir de façon à ce qu'on puisse briller. Parce qu'on est, encore une fois, c'est chauvin parce que je suis comme ça, mais on est né pour briller. On est né pour briller, on est fait pour briller. Et c'est à nous de polir le truc pour qu'il puisse briller. Mais c'est pas facile, il faut de l'huile de coude, hein, comme je dis. Mais il faut y aller. Aujourd'hui, manger des produits en fonction des saisons, du territoire est devenu, j'allais dire, en limite un phénomène de mode. Mais quelle est ta vision et ton opinion là-dessus? C'est vrai que souvent, on met une caractéristique sur ma cuisine parce qu'on me dit oui, ta cuisine, tu as flairé le bon coup. Je dis aux gens non parce que ça fait 15 ans que je fais ça et c'est aujourd'hui qu'on a on va dire, aujourd'hui qu'on a des gens qui commencent à se réveiller. D'accord? Après, j'espère que ce n'est pas un phénomène de mode parce que si ça passe de mode, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver après. Donc on peut tous prendre la corde et se prendre. Hein, parce que si on arrête de consommer des bons produits, je ne sais pas, sinon après il faut trouver une gélule miracle ou derrière une gélule, tu l'avales le matin, ça règle ton microbiote, ça te donne de l'énergie, ça ne te fait pas grossir et puis voilà, et tu sais que tu peux vivre jusqu'à 120 ans en bonne santé. Là peut-être ça c'est l'avenir. Mais en attendant qu'on trouve cette fameuse gélule, moi je pense que le secret il est vraiment dans ce qu'on va manger. Mais en tout cas, le côté alicament, il est vraiment très très important et ça je pense qu'il faut en prendre conscience. Mais il ne faut pas en prendre conscience le matin ou le soir. C'est à chaque fois, pour se poser un questionnement, à chaque fois qu'on va ouvrir la bouche. À chaque fois qu'on va ouvrir la bouche pour faire rentrer quelque chose dans sa bouche, se poser une question. Pourquoi? Est-ce que ça va me faire du bien? Est-ce que c'est bon pour moi? Ça peut être un McDo, hein, sans critiquer. Ça peut être un fast-food, etc. Donc, ça peut être un fast-food, il n'y a aucun problème. Du moment que derrière, tu te dis, voilà, aujourd'hui, lundi, je mange un fast-food. D'accord. Lundi d'après, mais tu prends plaisir à le manger, ton fast-food. Tu t'assieds, tu prends plaisir à le manger. Lundi d'après, tu te dis, je serais bien aller au fast-food. Mais finalement, lundi, j'ai passé un bon moment. En plus, bon, c'est pas très bon pour ma santé. J'ai déjà passé un bon moment lundi. Ben, je remets ça lundi prochain. Mais finalement, tu te retrouves à avoir réfléchi, à te dire, voilà, je me suis fait plaisir, mais seulement plaisir, je ne me suis pas fait du bien. Seulement plaisir. Et derrière, je me dis, bon, ben, la semaine prochaine, je saute mon tour. Et j'irai peut-être dans un mois. Et moi, je pense que c'est comme ça qu'on doit visualiser les choses à l'heure actuelle. Parce que si on revient, on se dit, voilà, que
on ne peut pas se dire, ouais, parce qu'à un certain moment, les fast-food, tout ça, c'était très à la mode, on a tout beaucoup consommé. Aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas forcément bon pour la santé. Et je pense que là, on doit peut-être pas se dire on annule, mais on doit réguler. C'est comme pour l'alcool. Aujourd'hui, on sait que avant, on sait que l'alcool, c'était pas bon. Aujourd'hui, on sait que c'est mauvais. Donc, je pense que entre pas bon et mauvais, là, à ce moment-là, il faut vraiment qu'on a passé un autre cap. Il faut, nous, notre comportement, qu'on l'adapte. Qu'on se dit, voilà, au lieu de se dire, on prend un verre à chaque fois qu'on sort de travail, on va se dire, on va prendre un verre peut-être tous les dimanches. Ça nous revient à 4 verres par mois au lieu de 12 ou de 30 ou de 24. Voilà, donc c'est un peu raccourcir les choses petit à petit, même dans l'alimentation de tous les jours aussi. Hein. Je ne dis pas aux gens qu'ils peuvent consommer local, parce qu'ils ont l'habitude de manger certaines choses, mais introduire petit à petit les choses de façon avec, bien sûr, une réflexion profonde et se dire, voilà, c'est mieux pour moi, c'est mieux pour moi. C'est comme moi, au début, on était fanatique de soda chez moi. Mais à certain moment, on s'est dit, bon, on ne va plus acheter de soda. Après, on s'est dit, on va boire du soda seulement quand on va au restaurant. C'est-à-dire, quand on va au restaurant, on commande un soda. C'est exceptionnel. Le restaurant est exceptionnel. On marchait, on commande un soda. Et finalement, après, 5 ans plus tard, aujourd'hui, on ne consomme plus de soda. Même quand on va au restaurant, on ne prend plus de soda. Donc voilà, et même ici, pareil, on a toujours voulu enlever les canettes chez nous. On a pris presque 6 ans pour enlever les canettes. On en a enlevé une chaque année. Après, on s'est retrouvé avec 2 marques. Et après, au bout des 2 marques, on s'est dit, OK, on enlève les 2 marques. Non, avant d'enlever les 2 marques, on a mis le soda plus cher que le jus. Ah, okay. Oui, bien sûr. Puisqu'on a une vraie volonté de vouloir faire changer les gens. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a mis le soda qu'on achète moins cher, on l'a mis plus cher que le jus, en sachant qu'on ne fait pas d'argument commercial dessus. Donc, on ne fait pas d'argument commercial dessus, on le vend plus cher, donc tu vas le consommer moins. Finalement, quand on a vu que ça ne se vendait pas, on a enlevé. Et aujourd'hui, on fait un jus de citron, on rajoute du sucre dedans, on met dans le frigo. Derrière, tu demandes une limonade, on te met un peu de jus de citron, on te met des glaçons, on te met de l'eau gazeuse et c'est notre limonade. Voilà, donc on a recréé un peu notre univers à travers quelque chose que, bon, alors un gamin vient là, il a son côté gazeux, son côté sucré et retrouve un peu l'univers du soda. Alors il ne va pas kiffer comme quand il boit un coca, mais 1, 2, 3, 4 fois, au bout de la 7e fois, quand il viendra ici, il va demander sa limonade. Parce qu'il sera déjà habitué, il va prendre plaisir à la boire. Et c'est vraiment ça qu'il faut vraiment qu'on aille par étapes. Voilà. Et quels seraient vos conseils pour les jeunes cuisiniers ou les jeunes qui s'intéresseraient à la cuisine? Il faut être courageux, il faut être motivé et surtout, il faut savoir rester à sa place. Et quand je dis rester à sa place, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu es un cuisinier, que tu es cuisinier, fais ton travail bien. On te donne des responsabilités, prends-les. Tu as des choses à proposer, propose-les. Voilà. Et pareil, si tu sens que tu arrives dans une entreprise où derrière, toi, tu es venu dans un esprit où tu veux apprendre des choses et qu'il n'y a pas de partage, prends tes couteaux, taille-toi. Voilà. Quand je dis taille-toi, tu pars. Voilà. Voilà, tu prends tes couteaux. Quand il n'y a pas de partage, de toute façon, quand il n'y a pas de partage dans une cuisine, ça n'avance pas. Les choses n'avancent pas, les choses n'évoluent pas. L'entreprise même est vouée à un certain moment à de la perte de vitesse. Parce qu'il n'y a pas de partage, il n'y a pas d'échange entre les gens et c'est clair que ça n'apporte rien. Avec l'actuelle pandémie de Covid-19, donc on a bien vu que le secteur de la restauration était parmi les premiers touchés. Donc, avez-vous ressenti cette crise et comment aujourd'hui vos restaurants se portent? Donc, alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une situation compliquée, hein, il ne faut pas le mentir. Les comptes sont à zéro, parce que ça fait déjà 1 an et demi qu'on n'a pas bossé, parce que 2 ans, réellement, on n'a pas bossé. Donc, c'est clair que les choses sont à plat. Après, le moral, il faut qu'il soit au beau fixe, hein, parce qu'on ne va pas non plus... on arrive à se lever, on boit, on mange, on dort. Ça, c'est vraiment le primordial.
Mais c'est vrai que les entreprises ont pris un coup. Je pense qu'il y aura aussi certains salariés qui seront au chômage. Bon, grâce à Dieu, de notre côté, nous, on a pu maintenir tous nos emplois et tout ça, quoi, parce que notre entreprise avait une excellente santé avant le confinement. Donc, ça nous a permis de passer ce cap. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps non plus parce que, là, comme je le dis, là, on commence à être fatigué. Moralement, les patrons ils commencent à être fatigués parce que ils ne savent pas à quelle sauce ils seront mangés parce qu'on te dit d'ouvrir, après on te dit de fermer, après tu fais un bout, mais après derrière tu fermes. Donc c'est vrai que ça reste assez complexe pour nous. C'est assez fatigant. On est dans une espèce de brouillard, dans un flou total. Et c'est vrai qu'on a besoin d'un peu de clarté. Mais en même temps, on ne peut pas jeter la pierre aux autres, puisque derrière, eux aussi, ils sont dans ce flou. Ils avancent aussi dans ce flou. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut qu'on commence à prendre des décisions fermes. On a remarqué après que les Guadeloupéens sont très disciplinés comparé à d'autres personnes dans l'Hexagone où derrière on nous donne un couvre-feu, on le respecte. Et ça, c'est vraiment, on nous dit d'avoir la distance, on la respecte, de laver nos mains. Chaque personne, il n'y a pas un magasin, même quand tu vas dans le fin fond de la campagne, dans un lolo où il y a une mamie de 70 ans qui te sert, elle a son gel hydro sur le comptoir. Donc, c'est pour... Et si tu n'as pas de masque, même si tu veux venir acheter une cigarette à 20 centimes, elle ne te donne pas, elle te dit, et qu'elle doit mettre ma salle. Donc, c'est pour te montrer quand même qu'il y a quand même une certaine rigueur, une certaine discipline. C'est vrai qu'on n'a pas un super hôpital, donc on doit quand même faire attention s'il y a un truc qui se déclare. Mais c'est vrai quand même, je pense qu'il y a matière à réfléchir et à voir comment on peut faire les choses de façon à ce que l'économie ne soit pas touchée de manière grave, vu qu'elle est déjà touchée. Et quelle est votre actualité? Est-ce que notre concours se prépare? Oui, il y a toujours des projets dans les bacs, il y a toujours des projets de consulting. Il y a beaucoup de jeunes, d'entrepreneurs qui veulent monter des entreprises de restauration, des métiers de la bouche et tout. Et nous, vu que ça fait 20 ans qu'on fait ça, donc c'est vrai qu'on leur apporte notre soutien et notre expertise. Parce que c'est vrai que quand tu es novice et que derrière, tu as quelqu'un qui a 20 ans d'expérience, il y a beaucoup d'erreurs qui va t'éviter. Au moins, il va t'éviter toutes les erreurs que lui, il a faites. Il pourra te dire, te montrer comment les identifier, même si tu ne passes pas à travers, mais comment les identifier de façon à ce que tu puisses passer un cap. Après, en ce moment, on s'occupe on est parrain de la ferme bio, de la route de ferme bio en Martinique. Après, dans les bacs, on a envie d'écrire parce qu'on a envie de partager encore plus. C'est vrai qu'on est un peu beaucoup dans l'oralité, hein, la transmission par l'oralité, par la manipulation. Mais c'est vrai qu'on a une nouvelle génération de jeunes, qui sont plus dans la documentation, plus sur Internet et tout ça. Et je pense qu'il faut leur laisser une trace que demain ils puissent poursuivre les choses, quoi. Et même à leur arrivée maintenant, je dis poursuivre, mais même maintenant, pour moi, c'est important que les jeunes ils soient au courant de toutes les nouvelles trouvailles, de tous les nouveaux accords qu'on fait, de toutes les manières de travailler les produits qu'on a ici, de façon à ce que quand le jeune il sort de l'école à 18 ans ou à 17 ans, qu'il ait déjà toutes les ficelles et que dans 20 ans, qu'il soit assis à ma place et qu'il te donne 4 fois plus d'informations que je te donne aujourd'hui, quoi. Donc un livre de recettes Jimmy Bibrac? Oui, je ne sais pas si ce sera vraiment un livre de recettes, hein, mais je pense que ce sera plus un livre d'information où derrière tu pourras t'informer sur une plante, les vertus d'une plante. Parce que souvent on a des livres où derrière on a les vertus d'une plante, mais après derrière, une fois qu'on a fait la décoction, une fois qu'on a fait l'infusion, après on ne sait pas comment l'utiliser.
Donc c'est bien que derrière, on se dise, on est un livre, on se dit, voilà, on a les vertus de la citronnelle, mais après, voilà, on a le thé de citronnelle, mais on a le jus de citronnelle. Comment on fait le jus de citronnelle? Pourquoi on doit mettre des glaçons? Nanani, nanana. Qu'est-ce qu'on veut stabiliser? Pourquoi on veut stabiliser cette molécule là-dedans? Et voilà. Mais ça doit être quelque chose de simple, de ludique. Ça ne doit pas être comme si on allait étudier. C'est vraiment l'étude, c'est moi qui dois la faire. Et après, derrière, je dois donner en fait le résultat de cette étude, je pense, de manière ludique et de manière rapide aussi, parce qu'on n'est pas là. C'est pas leur préoccupation, on va dire, première, c'est leur santé, mais c'est pas de déchiffrer les codes de chaque plante, etc. Donc, on sait que, par exemple, moi, je sais pas moi, je vais dire un truc, on sait qu'on a des problèmes de peau, on sait que par exemple la salade de giromont, elle est bonne. Voilà, donc on va se dire, voilà, c'est période de giromont, j'ai des problèmes d'eczéma, je me dis, voilà, je vais manger la salade de giromont au moins 2 à 3 fois par jour parce que je sais que c'est bon. Voilà, donc dedans, je sais pas moi, je vais rajouter, je vais me mettre une vinaigrette à la maracuja parce que ben, je sens que cette semaine, je sens que j'ai pas beaucoup de punch. Je vais prendre un peu de maracuja pour me donner du punch. Je sens qu'au contraire, j'ai beaucoup de tension, que derrière, je m'irrite pour rien, machin. Et bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un jus de carambole, ça va m'apaiser, ça va me rendre un peu plus lolo parce que j'ai trop de... Voilà. Et en fait, c'est ce que je veux apporter aux gens. C'est-à-dire que, voilà, se dire, je me sens, qu'est-ce que je peux? Mais pas se dire, ouais, bon, je vais obliger, ça va passer spécialement par une feuille ou par un cacheton ou par un truc. Non, par mon alimentation, si j'ai envie de récupérer, par exemple, récupérer mon microbiote et tout ça, je me dis, je vais faire un bon jus de laitue. Voilà, des choses comme ça. Donc, vous êtes présent sur les réseaux sociaux. Comment les utilisez-vous? Donc, les réseaux sociaux, ben, aujourd'hui, on se rend compte que même avec le confinement, que les réseaux sociaux, c'est un peu, on va dire, le nerf de la guerre. Ça commence, hein, enfin, c'est pas vraiment le nerf de la guerre, parce que, comme je dis, le nerf de la guerre, c'est la bonne cuisine. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux sont vraiment importants. Nous, on utilise Instagram. On va peut-être se mettre à TikTok aussi, comme tout le monde. Hein, mais pour l'instant, notre réseau favori, c'est Instagram, c'est Facebook. C'est aussi tout ce qui est, on appelle ça encore, le site Internet. On est très, très présent sur les réseaux sociaux. On essaie d'être le plus réactif possible. Mais après, derrière, pour moi, c'est pas une fin en soi. Encore une fois, c'est déjà de bien cuisiner. On n'a pas vraiment besoin des réseaux sociaux pour remplir. Ce qu'on a besoin, là où on a besoin des réseaux sociaux, c'est pour informer les gens de comment on procède, de qu'est-ce qu'on fait, de comment on le fait, de pourquoi on le fait, qu'il y ait une vraie profondeur. La question que je pose aux clients qui m'ont vu sur les réseaux, qui m'ont vu à la télé ou qui m'ont vu dans l'émission et qui viennent manger parce qu'en fait, ils ont vu la lumière, donc ils entrent. Ils n'ont pas d'informations parce qu'il y a certains qui ne vont pas la chercher. Mais la question que je leur pose, c'est est-ce que derrière, ça colle à la réalité? Parce que moi, je ne conçois pas mettre une photo sur Instagram et que derrière, ensuite, quand tu arrives, c'est pas la même chose. C'est pas le même esprit, c'est pas les mêmes saveurs, c'est pas les mêmes couleurs, c'est pas... Non. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, là, je vois de ce mot-là. Scénographie, nanani, ouais, mais machin. Après, derrière, c'est que de la scénographie, alors bon, effectivement, mais après, il faut du concret. C'est important pour moi d'avoir du concret. Le concret, il se passe à travers de la qualité du produit, à travers la tenue de l'établissement, la tenue des gens qui sont là, leur comportement, le respect des agriculteurs, des pêcheurs, des maraîchers. Voilà, ça passe par ça. Merci beaucoup, Jimmy Bibrac. Merci.